Chapitre 9, introduction à la météorologie. Alors il va s'agir ici de vous donner vraiment des rudiments, hein. C'est même pas un cours de météorologie, c'est d'essayer de vous montrer comment les choses qu'on a vues jusqu'à maintenant en thermo ont des conséquences sur des phénomènes atmosphériques, donc en particulier sur la formation de nuages. La météorologie, c'est une science qui peut aller très loin. Donc, il y a un aspect descriptif de comprendre les phénomènes qui sont en jeu, et vous savez bien qu'il y a un enjeu important après, qui est d'arriver à prédire le temps qu'il va faire en fonction de la position à un temps donné des différentes masses d'air, des différentes observations. Voilà, à cet endroit-là il pleut, à cet endroit-là la pression est importante. Comment est-ce que ça va évoluer et faire des prévisions à long terme. Tiens, pourquoi c'est important de prédire le temps qu'il va faire à votre avis? Économiquement, c'est vraiment monstrueusement important. Pourquoi? L'agriculture, effectivement, c'est pas le truc. On a besoin de savoir quand est-ce qu'on plante, quand est-ce qu'on ramasse, on ne peut pas gaspiller des récoltes, etc. Après, il y a un aspect touristique qui est aussi important, mais un peu moins important. Alors, ce qu'on va faire maintenant, là, en fait, c'est une étude de l'atmosphère. Le système qu'on va étudier, c'est l'atmosphère. Et donc, je vais commencer par vous présenter l'atmosphère terrestre. Si la Terre est une orange, allez, une orange. On pourrait gros comme ça, une orange. Si on voulait représenter l'atmosphère terrestre à l'échelle, ça ferait quelque chose qui a quelle épaisseur autour de l'orange, à votre avis? La peau, donc c'est-à-dire 3 mm? 1 mm? Combien tu dis? 4? 2 mm. Donc vous êtes dehors du millimètre en tout cas. Okay. Alors on va faire la règle 3. Hein. Alors en kilomètres, ça fait combien effectivement? On va prendre des vrais chiffres. 20 000. 10 000 km l'atmosphère d'épaisseur? C'est beaucoup. Toi tu dis 100, beaucoup moins. 20 000. Ouais. Non, c'est beaucoup. 20 000, c'est combien le rayon terrestre? 6 000. D'accord. Donc effectivement là, on a 6400 km. Oui. Bonjour. Tu es en face en fait, on a échangé de salle là. Pas de problème. Et l'atmosphère, effectivement, la hauteur de l'atmosphère, c'est de quelques dizaines de kilomètres. On verra, alors en fait, on va voir que ça n'a pas une frontière nette, hein, c'est quelque chose dont la densité décroît au cours du temps, mais plus de 99% de l'atmosphère est concentrée sur quelques dizaines de kilomètres. Donc ici, on va prendre, pour faire un chiffre rond, 60 km. Donc ça veut dire que c'est H, c'est à peu près 1% du rayon. Une orange, ça fait 6 cm de rayon, on va dire, 6,4 cm de rayon, une orange calibrée. Donc l'épaisseur, ça fait combien? Attention, parce que là, vous avez manipulé la règle 3, attention. Si je fais doucement ça. 68 points. 0,64 mm? Oui. Oui, je suis assez d'accord. Donc 0,64 mm, effectivement. Donc c'est quelque chose qui serait un peu plus petit que le millimètre, un peu plus petit que ce que vous disiez, et en particulier c'est beaucoup plus fin que le trait que j'ai dessiné au tableau ici. Donc ça serait l'image qu'il faudrait avoir en tête, c'est plus celle d'une pomme, avec l'atmosphère qui fait l'épaisseur de la peau de la pomme, hein, plutôt qu'une orange. Donc l'atmosphère, c'est quelque chose localisé, hein, vraiment près de... Enfin, ça ne s'étend pas très loin de la surface, si on prend comme échelle le rayon terrestre. Et en particulier, ça veut dire qu'on va pouvoir supposer
que l'attraction de la gravitation, l'accélération de la pesanteur G est constante dans l'atmosphère. G n'a pas vraiment le temps pour varier entre le bas et le haut de l'atmosphère. Quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave, on s'en fout. Si on devait dessiner à l'échelle la position de la Station Spatiale Internationale. Ouais, effectivement, 350 km, donc ça serait où? Ça serait à peu près 5 fois H, donc ça serait de l'ordre de quelques millimètres. Donc, à l'échelle, la Station Spatiale Internationale, elle serait là. C'est prêt, hein? On a tendance à dire, ouais, le truc qui est dans l'espace, il va être par là. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très près de la surface. Il est super nul, la station. Je l'efface. Quoi? Tu critiques? Ok. Alors ça, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de l'extension verticale. Maintenant, l'atmosphère est composée, vous le savez, d'air principalement, qui est composée de quel type de molécules? Ouais. Alors d'hydrogène, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est léger, ça commence à s'échapper. Azote, oxygène. Diazote, O2 pour 80%, et O2 pour 20%. Alors on dirait qu'il y a de la place pour rien d'autre, hein. En fait c'est arrondi, il peut y avoir 1% ou une fraction de pourcent d'autres choses, notamment du CO2, d'autres gaz rares et de l'eau. C'est vrai que l'eau joue un rôle vraiment très très important dans toutes les considérations météorologiques. S'il ne pleuvait pas, en fait on s'en foutrait un petit peu de la météo. Et enfin, dernier ordre de grandeur concernant l'atmosphère, imaginez que je prenne un tube qui a pour base une surface qui fait 1 cm² ici, donc je prends un timbre-poste en gros. J'érige un tube comme ça le long du timbre-poste et je l'étends aussi haut que j'ai envie jusqu'à l'espace. Quelle est la masse d'atmosphère qui est contenue dans ce tube-là? Alors ça paraît un peu bizarre comme question. En fait, vous avez un élément pour répondre à ça. Alors, une manière d'estimer ça, ça pourrait dire, bah, on a H, et puis j'intègre la masse volumique de l'air entre le sol et puis tout en haut, sur la hauteur H. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment ça varie en fonction de Z, et la masse volumique de l'air, elle n'est pas du tout constante, hein. Ça diminue quand on s'élève, donc il faudra savoir précisément. Oui, alors c'est relié. Voilà, par contre, effectivement, il y a un autre moyen de calculer ça, c'est relié à la pression atmosphérique. Vous savez quelle force applique tout cet air compris dans ce cylindre-là sur le centimètre carré? C'est ce qu'on appelle la force de pression atmosphérique. Quelle est la force de pression atmosphérique qui s'applique sur 1 cm² de sol au niveau de la Terre? Quelle est la relation entre la force, la pression et la surface? La force, c'est la pression fois la surface. Je vous parle ici de la pression atmosphérique, donc ça c'est 10 puissance 5 pascal. Non, ça c'est 10 moins 4 mètres carrés. Et donc ça fait 0,1, ça fait 10 newton. Une force de 10 newtons, ça correspond à quelle masse? 1 kg. 1 kg à peu près. En fait, on dit souvent la pression c'est 1 kg par centimètre carré. Donc voilà, sur chaque centimètre carré au niveau du sol, il y a 1 kg qui appuie. Et bien ce kilo, c'est le kilo d'air qui est au-dessus. Donc voilà, sur chaque centimètre carré, si vous avez un cylindre, vous avez 1 kg d'air là-dedans. D'accord? Jusque dans l'espace, on est le cylindre? Oui, jusque dans le vide. De toute façon, tu peux les deux autant que tu veux, il n'y a plus rien dedans, donc ça va plus. Alors, ce dont on va avoir besoin, ce dont on a besoin pour décrire ce qui se passe dans l'atmosphère, plusieurs choses. Faire de la météorologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre comment est-ce que certains phénomènes se produisent dans l'atmosphère. Typiquement, ces phénomènes, ça va être l'apparition de courants d'air, de l'air qui passe, du vent, quoi. Ça va être l'apparition d'eau,
la pluie, la neige, l'évaporation de l'eau au niveau du sol, par exemple si vous avez des océans ou des lacs, même au niveau des plantes aussi, hein, c'est comprendre ces échanges-là d'eau entre le sol et l'atmosphère. Tout ça, ça va dépendre de façon assez critique de la manière, de la structure de l'atmosphère en fait. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est comment est-ce que la pression change avec l'altitude, c'est-à-dire comprendre quelle est la fonction de la pression en fonction de l'altitude Z. Alors, tout ce qui suit Z, ça va être l'altitude et ça va diriger positivement vers le haut. Et comprendre aussi la température. Température T de Z. Pour comprendre dans quelle région de l'atmosphère est-ce qu'on peut éventuellement avoir condensation de l'eau pour former des gouttes, pour former des flocons de neige, pour former de la glace, etc. Donc c'est à ces quantités-là qu'on va s'intéresser. On a, pour déterminer ces quantités-là, plusieurs lois de la physique. Tout d'abord, alors avant de vous parler des lois, ça je vais le faire après, oui. Qu'est-ce qu'on observe d'abord? Ça, c'est des quantités, avant de se dire ben, on va les calculer, on peut simplement les observer, c'est-à-dire envoyer des sondes à différentes altitudes dans l'atmosphère et mesurer la pression et la température. Ce qu'on observe quand on fait ça, ils sont inversement proportionnels. Ah bah pas tout à fait en fait, c'est un peu plus compliqué. Alors on va s'intéresser d'abord à la pression en fonction de Z. C'est peut-être pas très malin, je vais peut-être mettre Z ici. Vous voyez les deux types de graphes hein, dans les bouquins, comme ça. Comment est-ce que la pression change quand on s'élève en altitude? Forcément? Oui, alors forcément. Donc ça va être lié à l'équation d'hydrostatique. Je vais tout de suite l'écrire, hein, je vais l'arrêter tout à l'heure, mais vous vous souvenez que l'hydrostatique vous dit que dP sur dz, c'est égal à moins ρ fois g. Ça, c'est la masse volumique, ça, c'est l'accélération de la pesanteur, ça, c'est des grandeurs positives, donc dP sur dz est forcément négatif. Donc la pression décroît quand l'altitude augmente. Donc ça veut dire que vous avez une courbe qui est comme ça. Ça, c'est P en fonction de z. Ici, ça, c'est une atmosphère. Si ici, vous avez z égale 0, le sol. Et maintenant, si je m'intéresse à la température, là, c'est un petit peu plus compliqué. On peut avoir vraiment tout un tas de choses qui peuvent se passer. Il y a quand même certaines constantes. Vous avez notamment à très haute altitude la température qui augmente énormément. Je mettrai une échelle après. Typiquement, ça fait quelque chose comme ça. Alors ici, je vais même mettre il peut se passer plusieurs choses au niveau du sol. Voilà, ça peut faire comme ça, ou comme ça, comme ça. Au niveau du sol, ça peut être un peu varié. Mais en tout cas, on a plusieurs régions ici qu'on peut identifier. Vous avez une région ici dans laquelle la température peut diminuer quand on s'élève en altitude, puis elle réaugmente, puis elle rediminue, puis elle réaugmente. C'est un peu compliqué, hein, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Et comme on le verra tout à l'heure, si on n'apporte pas d'énergie à l'atmosphère, le truc naturel, c'est que la température diminue quand on s'élève avec l'altitude. Ça, c'est lié au fait notamment que la pression diminue. On verra les équations tout à l'heure. On s'attend à ce que, a priori, la température diminue quand on s'élève. Les régions dans lesquelles la température augmente, c'est parce qu'il se passe des choses ici. Par exemple, ici, là, voilà, ça va être ici, là, entre la courbe jaune et la courbe blanche, vous avez un phénomène qui a lieu, c'est l'absorption de rayonnement solaire par la couche d'ozone. Vous avez de l'ozone qui est là et qui absorbe du rayonnement, et donc ça chauffe l'air en main. Donc vous avez ici une source de chaleur ici. Vous avez aussi des phénomènes d'absorption qui se produisent dans cette région-là. Alors ça, je vais donner des noms. Je ne sais pas si vous les connaissez. La région ici dans laquelle la température peut avoir différents profils, ici ça s'appelle la troposphère. Après, ok, on en a plein. Vous avez ici effectivement la stratosphère. Donc ça, c'est la région dans laquelle la température augmente. Vous avez ici la mésosphère. Et au-dessus, la thermosphère. Alors il y a aussi l'ionosphère quelque part, mais l'ionosphère c'est une région dans laquelle l'atmosphère est ionisée et c'est pas forcément très localisé sur ce diagramme-là, donc voilà, je ne peux pas le représenter
ici. Et l'échelle typique de distance, c'est, là c'est à peu près 15 km. Donc la troposphère, elle s'élève jusqu'à 15 km. Le haut de la stratosphère, c'est plutôt 50 km. Et la thermopause commence à peu près à 90 km. Tout à l'heure, j'ai dit que l'atmosphère avait une taille de quelques dizaines de kilomètres. Bon, là, qu'on arrive déjà à des milieux qui sont vraiment très très peu denses. Hein. Donc, la masse qui est là-dedans contribue très peu à la masse totale. L'essentiel des phénomènes qui interviennent en météorologie, c'est dans la troposphère. C'est vraiment ici que la plupart des choses vont se passer en météo. On peut avoir quelques phénomènes qui sont liés aux couches supérieures, mais c'est quand même principalement là que les choses se passent. Les nuages, notamment, ils sont vraiment localisés là-dedans. Les nuages les plus hauts, ils sont à une dizaine de kilomètres, une douzaine de kilomètres, donc il n'y a pas de nuages plus haut que ça. Alors, une des premières choses qu'on va faire, c'est d'utiliser les outils de la physique qu'on a en main pour calculer la courbe qui est ici. Comment est-ce que la pression évolue en fonction de Z, en faisant tout d'abord une hypothèse simplificatrice. Je vais supposer, ça va s'appeler 1,2. Tout à l'heure, le 1,1 que je n'ai pas écrit, c'était une introduction ou des généralités. Et le 1,2 qui est ici, c'est atmosphère isotherme. Alors, ce que je vais vous présenter ici, ça n'a pas un intérêt forcément énorme du point de vue de pratique en météorologie, parce qu'il y a peu d'atmosphère isotherme, ça va vouloir dire que la température est constante, et vous voyez qu'ici, la température ne l'est pas forcément. Ce qu'on va faire là, si on veut vraiment que ça colle à certains éléments du diagramme, ça va être la région qui est ici, là où T varie peu, et la région qui est là. Mais c'est principalement, disons, une introduction pédagogique pour montrer un calcul dans lequel c'est très simple de calculer P, et ça va nous simplifier l'étude dans les cas plus difficiles. Monsieur, oui. On part, c'est à partir du niveau de la mer que vous dites 15 km. Oui, ici ça c'est la mer. Donc quand on est en montagne, ouais. Quand on est en montagne, tu vois, si tu vas en haut de l'Everest, tu es à la moitié de la troposphère. Ouais, d'accord. Alors, on va utiliser l'équation de l'hydrostatique, qui est celle-ci là. Dans le cas où l'atmosphère est isotherme, on va voir qu'on peut intégrer cette équation et trouver P en fonction de Z. J'écris l'équation d'hydrostatique. dP sur dz est égal à moins ρ fois G. Ce qu'on a envie de faire, c'est d'intégrer l'équation qui est là pour avoir P en fonction de Z. Là, on ne peut pas le faire bêtement parce que là-dedans, ρg n'est pas une constante. Rho ici diminue quand on s'élève en altitude, la densité devient de plus en plus faible, et donc la fonction qui est ici, ρ dépend de Z. Donc on ne peut pas l'intégrer comme ça. Mais donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la loi des gaz parfaits pour calculer ρ en fonction de la pression et de la température. Ah bah faites-le, tiens ça. Ρ, donc la masse volumique, exprimez ρ en fonction de la pression, de la température, et puis éventuellement d'autres constantes si vous avez besoin d'en mettre. V sur N, donc ça va être le volume molaire. Rho, c'est la masse volumique, hein. Le nombre de kilos par mètre cube. Allez, je vous aide. PV égale NRT. Non,
remerciez pas, c'est normal. À vous. Et le petit m dans ta formule, c'est... Voilà, et M c'est la masse de gaz, donc contenu dans le volume V, c'est ça. Donc petit m sur petit n, c'est la masse molaire finalement. D'accord, mais c'est ça. Attention. C'est pas le volume massique, c'est la masse volumique. Oui, non. En cours, faux. En bref. C'est M sur V, hein. C'est M fois la masse volumique. Oui, alors effectivement, il va falloir faire un considérant N, mais ce que tu as écrit là, ρ égale V sur M, c'est le contraire. Oui, voilà, ça c'est juste ça. Donc effectivement là-dedans, ce qu'on appelle ρ, c'est la masse divisée par le volume, donc la masse de l'échantillon considéré. Cette masse, je peux l'écrire comme la masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. N, c'est le nombre de moles, M, c'est la masse molaire. Parce que du coup, si j'ai utilisé, avec l'expression qui est ici, je remplace ça par grand M sur V, et le petit n, je le remplace par l'équation de gaz parfait, c'est-à-dire PV sur RT. Effectivement, le volume s'en va et ça fait MP sur RT. Et donc, je peux reporter l'expression de ρ qui est ici dans l'expression en haut, et ça dit que dP sur dz est égal à moins ρ, c'est-à-dire grand M P sur RT fois G. Il se trouve que ça, on peut l'intégrer facilement. En effet, puisque T est une constante, ça peut s'écrire dP 1 sur P dP sur dz est égal à moins mg sur RT. 1 sur P dP sur dz, c'est la dérivée d'une fonction que vous connaissez, c'est la dérivée du log de dP. Moins mg sur RT. Et donc là, tout ça c'est une constante. On a dit que l'atmosphère était, enfin, on supposait que l'atmosphère était isotherme. Donc tout ça c'est une constante. On peut intégrer ça directement. Ça fait log de P moins log de P0 est égal à moins mg sur RT fois Z. Où Z ici, hein, on a pris comme origine le point Z égale à 0, c'est-à-dire que la pression qui est ici, c'est la pression en Z égale 0. Et donc ça vous dit que log de P sur P0 est égal à moins mgz sur RT, ce qui vous dit donc que P est égal à P0 exponentielle de moins mgz sur RT. Voilà, c'est ce qu'on appelle une atmosphère exponentielle. La pression décroît exponentiellement avec l'altitude dans cette situation-là. Et ça, on aime bien l'écrire sous une forme un petit peu plus concise, exponentielle de moins z sur z0, où on introduit ici une échelle de longueur typique, c'est l'échelle de décroissance exponentielle, avec z0, du coup, qui est égal à rt sur mg. Calculer Z0 numériquement pour une atmosphère qui serait à la température 300 Kelvin par exemple.
R vaut combien? 8. La masse molaire moyenne dans l'air, c'est combien? Ouais, c'est ça, 29 grammes en gros par mol, donc 0,029 kg fois G, 9,81. Ça, si on veut faire ça à l'arrache, enfin plutôt, on veut le faire sans calculatrice, ça c'est 0,03, les 3 se simplifient ici, ça et ça fait 10 puissance 4. Ça c'est pareil que ça, donc on va avoir, vous pouvez trouver 10 km à peu près, un peu moins de 9 quelque chose. Vous avez le chiffre? Vous n'êtes pas dehors, vous mettez sur votre machine? Ok, à peu près 10 km. Donc ça vous dit que si l'atmosphère était isotherme, quand on s'élève de 10 km, la pression elle a décru d'un facteur 1 sur E. Ça vaut combien 1 sur E? En gros, ouais, c'est ça. Entre 1,5 et 1 tiers. Donc la pression elle a singulièrement diminué. Donc quand on s'élève, quand vous allez, si vous montez sur une grande montagne, genre l'Everest, ça va passer à plus de 8000 mètres l'Everest. Donc vous êtes quasiment dans cet ordre de grandeur-là. La pression a effectivement décru d'un facteur important. C'est pour ça qu'il faut emmener de l'oxygène. Parce que la pression globale décroît, donc la pression en oxygène décroît. Et donc c'est-à-dire que vous avez moins d'oxygène qui est disponible pour vos poumons, donc il faut en emmener. Voilà. Encore une fois, l'atmosphère n'est pas vraiment isotherme. Je vous ai montré tout à l'heure comment la température dépendait de Z. Mais ça donne quand même déjà une première approche, un premier ordre de grandeur de l'échelle spatiale sur laquelle la pression varie dans l'atmosphère. Alors, ça va compliquer un petit peu ça. C'est là où ça va devenir intéressant. 1,3, stabilité de l'atmosphère. On va considérer la situation suivante. On a une atmosphère dans laquelle on a Z comme ça, on a un certain profil P de Z que je ne spécifie pas plus avant. On a du coup ρ qui dépend de Z aussi, on a aussi T qui dépend de Z. On a comme ça plusieurs variables, les variables kinétiques de gaz qui dépendent de l'altitude. Et on va considérer la chose suivante. Imaginez que on a un volume V ici initialement à la latitude Z et que ce volume d'air là, on va le prendre et on va le faire monter. On va le mettre ici et on va le mettre à la latitude Z plus dz. Pourquoi est-ce que je fais une chose pareille? Dans l'atmosphère, il y a toujours des petits mouvements. L'atmosphère n'est jamais parfaitement calme. Et donc, s'il y a un papillon qui vient passer, bah, paf, le petit bout d'air qui est ici, un coup d'aile, et il se retrouve un petit peu plus haut. Ça, c'est des choses qui vont arriver naturellement. La question qu'on va se poser, la question de la stabilité de l'atmosphère terrestre, c'est une fois que cette parcelle d'air ici, on l'a forcée à occuper cette position-là, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que spontanément, elle va avoir tendance à peut-être à rester là, ou bien à redescendre à sa position initiale, ou bien au contraire à s'éloigner de sa position initiale? Si elle a tendance à s'éloigner de sa position initiale, ça veut dire que l'atmosphère va être instable. Ça veut dire que la moindre petite pichenette ici va faire que le bout d'air qui est ici va être amené là, et spontanément il va du coup avoir tendance à s'en aller, donc c'est un équilibre qui était instable. Si au contraire le petit bout d'air qui est ici, quand on l'amène là, il revient à sa position initiale, bah, l'air est stable, vous pouvez le mélanger comme vous voulez, il va revenir à sa position initiale. Donc c'est ça la question qu'on se pose pour l'instant. On va voir après pour quelles conséquences ça a en termes de météo, mais pour l'instant c'est la question qu'on se pose ici. À l'état initial, le volume ici, je vais l'appeler V2Z, j'ai dit que sa pression c'était P2Z, il y a la densité, la masse de micro de Z et la température T2Z. Quand il se retrouve au-dessus, il a des nouvelles grandeurs, en particulier
Comme il se retrouve dans une région de l'espace, de l'atmosphère dans laquelle la pression a changé, il est monté, hein, donc la pression elle a diminué. L'équilibre mécanique est réalisé, donc la pression de la goutte d'atmosphère ici quand elle monte, sa pression maintenant ici c'est P de Z plus dZ. Je vais l'appeler P'. La nouvelle pression de ce petit volume d'air, c'est donné par la pression ambiante à l'altitude à laquelle il est amené. Son volume, V de Z plus dZ, pour l'instant, je n'en sais rien. Il a un nouveau volume, j'ai dit qu'il était amené à une pression plus faible. Donc son volume, il va être comment? Plus grand, plus petit? Plus grand. Donc effectivement, il va s'être expandu. Il va avoir aussi une température, T de Z plus dZ. Et il va aussi avoir une masse volumique, ρ de Z plus dZ. Donc toutes ces variables vont changer. La seule chose pour l'instant qu'on peut dire, c'est que sa pression elle est égale à la pression ambiante de l'endroit où il se trouve. Quand on fait cette expérience de pensée là, de bouger le petit bout d'air qu'on apporte de là à ici, ça c'est quelque chose qui se fait rapidement en général. Vous avez un papillon qui passe, paf, l'air qui est là se retrouve un petit peu au-dessus. Ça se fait sur une échelle d'une seconde, d'une fraction de seconde. C'est court du point de vue des échelles de temps, des échanges d'énergie. Le fluide qui se retrouve ici, il n'a en général pas le temps de se mettre à la même température que son environnement, ou bien si l'atmosphère est instable, il va partir et il va dégager, ou bien il va revenir à sa position initiale, mais tout ça, ça se fait sans que les échanges de chaleur aient le temps de se faire. Ça porte un nom, ce type de transformation là, sans échange de chaleur, on dit qu'elle est comment? Adiabatique. Effectivement, la transformation est adiabatique. Et ça va nous fixer les autres grandeurs qui sont ici, notamment la température T et la masse volumique ρ. On va faire le calcul tout de suite, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Pourquoi est-ce que je vous demande de calculer les quantités qui sont là? Parmi ces quatre grandeurs-là, ρ, P, V et T, il y en a une qui est super importante pour nous dire ce que va devenir mécaniquement le bout d'air qu'on a considéré là, la petite bulle d'air qui est ici. Il y a une des grandeurs qui est ici, qu'il va falloir vraiment regarder de près, et qui va nous dire si elle monte ou si elle descend, cette bulle de température. Pourquoi la température? Parce qu'un corps chaud monte et puis un corps froid descend. Pourquoi un corps chaud monte? C'est justement la question de pression partielle. Non, c'est pas lié à ça. En fait, c'est vraiment lié à la masse volumique. Hein. C'est une question de flottaison. C'est la poussée d'Archimède, en fait, hein, vous avez toujours la poussée d'Archimède qui pousse le corps vers le haut, la gravité qui l'attire vers le bas. Ça, c'est lié à la poussée d'Archimède est liée à la masse volumique du fluide ambiant, et la masse du petit bout d'air qui est ici, elle est liée à sa masse volumique à elle. Donc, ce qui détermine si le corps va monter ou descendre, c'est est-ce que sa masse volumique est plus petite ou plus grande que ce qui est autour de lui. En gros, est-ce que le bout d'air qu'on a monté là, est-ce qu'il flotte ou pas? S'il flotte, eh ben, il va monter. S'il coule, il va redescendre. S'il coule, l'atmosphère sera stable. S'il flotte, l'atmosphère sera instable. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est comparer la densité, la masse volumique du fluide quand la particule est ici, à la masse volumique ambiante. Donc, il va falloir comparer ρ en Z plus dZ, donc la masse volumique ambiante ici, à la masse volumique de la parcelle d'air quand elle est montée. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va calculer la masse volumique de la petite bulle d'air qu'on a considérée. La bulle d'air, elle est passée, je vous le rappelle, de la pression P à la pression P'. Elle passe aussi de ρ à ρ'. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez me dire comment sont reliées ces quatre grandeurs-là, en sachant que la transpo est adiabatique? Alors, je vais rajouter quelque chose. Elle est adiabatique et elle est en plus réversible. C'est des transformations qui sont petites. Si vous prenez la bulle qui est ici, vous la remettez là, la transformation se fait aussi bien à l'envers qu'à l'envers. Donc la transformation adiabatique réversible, ça vous dit quelque chose sur comment sont reliés. Peut-être pas directement P et ρ, j'en sais rien, mais de mémoire, une formule qui relie deux grandeurs
thermodynamique pour une transformation adiabatique réversible. Et les gamma, Donc ça, c'est la loi de Laplace. Effectivement, PV puissance gamma est égal à une constante. Comment est-ce que sont reliées la pression? Alors, je vais essayer de faire les V et les ρ de manière différente, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Comment est-ce que sont reliés ρ et V? Ρ, c'est égal à la masse sur le volume. Ici, on avait une certaine masse de gaz qui s'est retrouvée en haut. C'est la même masse de gaz qui est en haut. Hein. Donc le M ici, lui, ne varie pas. Donc ça veut dire que ρ est inversement proportionnel à V. Donc ça veut dire que cette loi-là s'écrit aussi P ρ puissance moins gamma est égal à une constante. J'ai simplement sauté une étape. J'ai dit ici que V c'est égal à M sur ρ. Je vais remplacer là-dedans. La constante qui est ici n'est pas la même que celle-là. Bon, ben voilà, ça va nous permettre de calculer ρ' facilement, puisque si cette quantité-là est constante au cours de la transformation, ça veut dire que P' ρ' puissance moins gamma est égal à P fois ρ puissance moins gamma. Ce que je peux aussi écrire, ρ' est égal à ρ facteur de P sur P' à la puissance moins gamma, c'est-à-dire ρ, P' sur P à la puissance... Oui. vous pouvez juste redire pourquoi on a P', ρ', moins gamma égale T. Ça là non, juste la ligne en dessous. Ça Ouais, voilà, l'égalité. Voilà, je suis parti d'ici en fait. Ouais. La transformation étant adiabatique, ça veut dire que P fois ρ puissance moins gamma est une constante. Donc ça a la même valeur dans l'état initial que dans l'état final. La transformation ici nous a fait passer de ces variables-là à celles-là. Donc j'ai écrit que ça avait la même valeur au début et à la fin. Ici, attention, du coup c'est moins 1 sur gamma. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai écrit l'égalité. J'ai isolé ρ', j'ai pris la puissance moins 1 sur gamma. Donc ça donne ça. Donc on a ici 1 sur gamma. Or, on a écrit ici que P', la pression de la bulle d'air quand elle est montée, c'est égal à P de Z plus dZ. C'est la pression ambiante à l'altitude Z plus dZ. On a vu aussi que la pression initiale, c'était P de Z. Donc le rapport P' sur P, c'est donné par P de Z plus dZ sur P de Z. Et comme ici dz est un infiniment petit du premier ordre, on va pouvoir faire un développement unité de ça. Et je vais le faire tout de suite. Vous êtes en train de regarder ici, dites-moi s'il y a quelque chose. La dernière ligne, c'est quoi ρ, c'est quoi P? D'accord, pardon. Donc ça c'est ρ' égale à ρ. J'essaye de faire, les P, ils ont une petite, ils ont un petit truc qui dépasse là. Ça c'est ρ, P sur P' égale à ρ, P' sur P à la puissance 1 sur gamma. Je vais essayer de les marquer davantage, mais ils sont censés être plus droits au niveau du point, là, les P. Donc, à partir d'ici, les deux points limités, vous êtes des chefs. Les deux points limités, vous savez faire ça. P de Z plus dZ, c'est égal à P de Z plus dP sur dZ fois dZ. Ça va? Ça, c'est la définition de la dérivée, en fait. Hein. Et développement limité d'ordre 1, c'est vraiment ça. F de 1 plus epsilon, c'est égal à F de 1 plus epsilon, F' de 1. Ça, c'est l'écart par rapport à l'abscisse de départ. Donc ici, c'est dz. Et là, c'est la dérivée de la fonction au point considéré. Ça, c'est dur pour vous? C'est les mêmes idées dérivées ou il y en a qui ont plus Vas-y, redemande. Pour dériver, il y a soit un dé normal. Oui. Et soit un. Allez, des ronds. Ouais, des ronds.
D'accord, ici non, c'est une dérivée normale, P ne dépend que de Z ici. C'est vraiment la pression à l'altitude du Z. Donc c'est la dérivée de cette fonction. Et, attention, souvenez-vous, dP sur dz, je vais l'écrire ici en gros une fois pour toutes. Ça, on sait ce que ça vaut en fait, c'est moins ρ fois g. Ça, c'est la loi d'hydrostatique qui nous dit ça. Donc, P de z plus dz est simplement donné par P de z moins ρ g dz. Ce qui veut dire que si je calcule P de z plus dz sur P de z, puisque c'est ça dont j'ai besoin dans la collade qui est ici, ça fait 1 moins ρ g sur P qui est z. Qu'est-ce que tu veux virer? Est-ce qu'on peut virer 2 dz? Je pense que ça nous avance à rien, parce qu'on ne peut pas remettre ρ beaucoup dedans. Mais... la première ligne où on a mis P de z. C'est celle-là? Voilà. Non, oui, alors, d'accord, on pourrait simplifier donc la notation, en tout cas, écrire ici que c'est plus dp. Oui, alors ça nous avancerait effectivement à rien. Voilà. C'est en face, si vous cherchez la salle dans laquelle devait avoir le cours ici, c'est là. Ah, une salle vide, non, je ne vais pas sortir. Tout ça parce qu'on veut calculer ρ', on veut ça, donc on veut la puissance 1 sur gamma de ça. Non, c'est facile. 1 plus x à la puissance n, 1 plus epsilon à la puissance n, ça dépend que vous savez faire ça. On veut tout ça à la puissance 1 sur gamma. Donc ça veut dire 1 moins ρ g sur la pression P dz à la puissance 1 sur gamma. Je vous écoute. Développement limité de 1 plus quelque chose de petit, epsilon à la puissance n. Un Kinder pour ceux qui... Non, pas un Kinder pour ceux qui savent. Un Kinder pour moi, pour vous, ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas me donnent un Kinder chacun. On peut sortir tout de suite. Je cotise. Allez, non, quelqu'un sait, je suis sûr. C'est le développement limité, ça? Oui, je voudrais le développement limité, ouais. Epsilon, c'est un truc petit. 1 plus. Non, mais déjà, c'est pas un truc faux. On nous a pas dit Parce déjà. que vous m'aurez dit déjà, on va mettre 2 plus. Là, j'aurais râlé. Ouais, ok. Epsilon sur Epsilon. 1 plus epsilon. Ouais. C'est bien, moi c'est simple, alors c'est faux mais c'est simple, le n on s'en fout finalement. La puissance n. 1 plus n epsilon. Prenez tous votre machine à calculer. Et sérieux, non, on va prendre juste 2 minutes. Prenez votre machine à calculer. Et je vais vous battre en calcul mental, moi contre vos machines. Vous êtes prêts? C'est appris par cœur, ça. Ouais, C'est un cours. c'est facile. Parce que j'ai appris, ouais, il faudrait que... Faudrait qu'on donne les chiffres. Donnez-moi un n ici. 4. 4. D'accord. Vous allez calculer. Ok, c'est parti. Fini. J'ai battu. Ouais. On est plus précis. Moi je l'ai écrit. Hein. Bon, Moi, essayez, j'ai essayez tapé. avec ce que vous voulez ici. Vous allez trouver que ça, c'est effectivement 1,00 et puis ici le chiffre qui est là. Ça, c'est 1 plus 0,001. Et tout ça à la puissance 4, c'est 1 plus n fois ce qu'on a mis ici. Et c'est super évident. Si vous y réfléchissez, c'est hyper évident. Parce que... C'est parti. La puissance 4 qui est ici, je vais l'écrire comme 1 plus 0,001. Je vais l'écrire 4 fois. Heureusement que vous ne m'avez pas donné 27 ici. Comme vous êtes d'accord que ça c'est égal à ça? Oui. Si vous faites bêtement le produit ici, vous allez avoir 8 termes. D'accord? Vous allez avoir 1 fois 1 fois 1 fois 1. Super, ça je sais faire, ma table de 1, je l'ai appris très tôt. Plus 4.
Vous allez avoir des termes du style ça fois 1. Vous allez en avoir combien de ça? 4. Vous avez lui. Il y a des jeux de produits. Alors 6. Ouais, mais ça, après, c'est 6. Il y a des doubles produits. Parce que si on fait deux parenthèses au carré, on a les carrés, les deux. On a ici ce produit-là à calculer. Donc on a ça 1 fois 1 fois 1 fois 1. Plus, ici le 1, je le remplace par le 0,01. Donc on a 0,01 fois 1 fois 1 fois 1. On a un terme de ce type-là aussi avec 1 plus 1, enfin 1 fois 0,01 ici fois 1 fois 1. On en a 4 comme ça. Donc on a plus 4 fois 0,001. Plus. Et les autres termes que je n'ai pas écrits ici, ça va être ceux où il y a 0,001 fois 0,001. Ça c'est minuscule, ça fait 10 moins 6, un millionième. Donc c'est des trucs qui vont être très négligeables ici. Donc voilà, 1 plus 4 fois le truc qui est petit. Ça marche quel que soit n. C'est avec n égale 2, 3, 4, 5. Et il se trouve que ça marche même avec n qui ne serait pas entier. Ça c'est une autre question, mais voilà. Je ferme cette parenthèse. Le bonheur de gloire où j'ai battu vos machines. Du coup, ici, ρ' sur ρ, je vous rappelle que c'était la collate qui est ici, ça vaut 1. C'est quoi le epsilon là-dedans dans la formule 1 plus epsilon à la puissance n? L'epsilon c'est tout ça. Et j'ai dit que ça c'était 1 plus n fois epsilon, le n c'est 1 sur gamma. Donc ça fait 1 moins 1 sur gamma, ρ g sur p dz. Et autrement, ρ', la nouvelle masse volumique, c'est ρ moins ρ carré g sur gamma p dz. Je l'encadre, c'est un état intermédiaire. Ça, c'est la nouvelle masse volumique de la parcelle du bout de gaz ici, quand elle est montée de là à là. Pour l'instant, ça ne vous parle pas beaucoup, effectivement. Mais vous allez voir que quand on va comparer ça à la masse volumique ambiante, ça va nous donner quelque chose d'important. Quelle est la masse volumique, précisément, à l'endroit où se trouve maintenant la particule? Il faut comparer ρ' à ρ de z plus dz. C'est-à-dire, ça, c'est la masse volumique de la particule qu'on est en train de considérer. Je l'appelle la particule, c'est vraiment le bout de fluide. Et ça, c'est ambiant. C'est la masse volumique ambiante à l'altitude où ça se trouve. Si ρ' est plus grand que ρ, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle fait, la particule? Elle descend. C'est-à-dire c'est stable. La particule revient vers son état initial si ρ' est supérieur à ρ de z plus dz. De quoi? G dans ce cas-là il est négatif. Non, G est positif. Donc on écrit ça comme ça, et que z est orienté vers le haut, G c'est la norme de G. Mais pas forcément, non. Parce que ça, qu'est-ce que ça vaut ρ de z plus dz? Ça c'est égal à ρ de z plus dρ sur dz fois dz. Donc j'ai développé ici ça pour donner ça. Je vais réécrire le ρ' maintenant qu'on avait au-dessus. Je reporte simplement l'expression qui est ici. Là. Ρ moins ρ carré g gamma p dz supérieur à ça. Il y a pas mal de choses qui se simplifient dans cette relation. Vas-y. On a un problème sur les P et... Non mais là c'est ρ' égale ρ moins ρ carré sur P. Oui. J'ai l'impression que les P, je ne peux pas les faire tellement plus différents des ρ que ça. Bon, en fait, les ρ c'est d'un seul trait, puis les P c'est... Oui, c'est ça, les P, je les fais vraiment comme ça. Ouais. Alors les ρ c'est d'un seul trait. Et les ρ, ils sont arrondis. Ouais. On repartait de la troisième ligne du tableau là. Ça, c'est la fin de ça. Oui, mais quand on a P' sur P, il y a la P de Z plus dz sur PZ. Ça, c'était ce qu'il y avait dans le tableau d'avant. Quand j'avais écrit, c'était ici, là, il y avait écrit ρ' sur ρ est égal à P' sur P puissance 1 sur gamma, avec une accolade. Il y avait écrit ça, je le réécris ici, je vais le passer après.
J'avais écrit ça, vraiment à cet endroit-là. C'est de l'autre côté aussi. Ouais. Donc, je comprends que ça... À chaque ligne ici, il y a un truc à voir, donc c'est peut-être un petit peu rapide, mais notez-le et vous le reprendrez calmement, vous regarderez la vidéo. Il n'y a pas de choses vraiment très compliquées. Donc, l'atmosphère est stable si cette quantité-là est plus grande que celle-là. Vous voyez que là-dedans, ça, il est de l'autre côté, donc je vais le retrancher. Vous avez le dz qui se retrouve aussi des deux côtés. Donc lui, je peux aussi simplifier par ça. Et on se retrouve simplement avec la condition de stabilité suivante. Moins ρ2 g sur gamma p est supérieur à d ρ sur dz. Accrochez-vous encore 5 minutes. On va maintenant calculer lui là, d ρ sur dz. Vas-y. Exprimez-vous. pt et p de z plus dz, je comprends pas. C'est ce qu'on a dit par notation que p de z plus dz c'était pt. Oui, et ça c'est des ρ ça. Donc c'est pour ça. Donc je me fais. Ok, donc si je refais la démo, il ne faut pas que j'appelle ça ρ. Il faut que je trouve une autre notation pour la masse volumique. On va calculer ce terme-là. En écrivant ce qu'on avait écrit tout à l'heure, là, on avait ρ en fonction des différentes grandeurs qui décrivent le gaz. C'était MP sur RT, sauf erreur. Okay. Je vais dériver ça par rapport à Z. Qu'est-ce qui dépend de Z là-dedans? P et T. d ρ sur dz, du coup il y a deux termes maintenant. Le terme où on dérive P, M sur RT, dP sur dz, moins 1 sur T carré, maintenant, MP sur R, dt sur dz. Un coup je dérive la pression, un coup je dérive la température. Là-dedans, dP sur dz, je l'ai écrit là-bas, ça vaut moins ρg. Je vais l'écrire ici. Moins mg fois ρ sur RT, moins 1 sur T carré, MP sur RT, sur R, dt sur dz. Et là, on est presque au bout de nos peines. Parce que la condition qui est ici, regardez bien, je la reprends ici, je la réécris, et je vous explique ce qui va se passer. Rho de G sur gamma P est supérieur à moins mg rho sur RT, moins 1 sur T carré, MP sur R, dt sur dz. Donc là, j'ai vraiment juste repris ça et recopié d ρ sur dz parce qu'on vient de trouver. Je n'ai rien fait de nouveau dans la dernière ligne. Ça va nous donner une condition sur dt sur dz. Vous allez voir, là, ça c'est la condition pour que l'atmosphère soit stable. Et on voit ici que on va pouvoir mettre une condition, on va dire que dt sur dz doit être plus grand ou plus petit qu'une certaine valeur pour que l'atmosphère soit stable. C'est à ça qu'on va arriver. Et ça, c'est un résultat vraiment important. C'est ça qui explique que vous avez des pics de pollution sur l'autoroute et que quand vous avez des gradients de température qui changent, des fois l'atmosphère est stable et l'atmosphère stable, c'est-à-dire que les polluants ils vont rester sur place, des fois l'atmosphère est instable, et là effectivement ça va se mélanger spontanément. Je reviendrai sur tout ça, mais c'est ça l'objectif, c'est ça à quoi on va arriver. Donc ce qu'on va vouloir ici, c'est donner une condition sur le profil de température pour lequel l'atmosphère est stable. Donc c'est ça qu'on veut isoler, là, c'est le dt sur dz. Pour ce faire, on va voir assez rapidement que les deux expressions ici se simplifient. Je vais passer ça de l'autre côté, puisque c'est ce terme-là qui m'intéresse. Donc je passe ça de l'autre côté. mg rho sur RT moins rho de G sur gamma
fois P est supérieur à moins 1 sur T carré MP sur R fois dt sur dz. Je vais tout multiplier par RT carré sur MP, par même moins RT carré sur MP. Donc ça fait rho G, on a un T qui reste en haut, sur P, et rho de G sur gamma fois P, R T carré sur grand M fois P. Donc attention, ici j'ai multiplié par l'inverse de ça. Ça c'est une quantité négative. Hein. Quand on multiplie une égalité par un nombre négatif, le signe, le centre de l'égalité change. On va rappeler ça. Donc c'est pour ça qu'ici maintenant c'est devenu inférieur. Et alors je vérifie quand même que je ne me suis pas trompé. RT carré, les R s'en vont, il reste T en haut sur M fois P. Non, c'est ok. Et là-dedans, rho G carré sur gamma P, je vais le laisser, et RT carré sur M fois P. Et là-dedans, il y a aussi des choses qui se simplifient parce que on a vu tout à l'heure que rho c'est égal à R T, c'est MP sur RT. Donc, regardez bien ici. Le RT carré ici, je vais le noter T fois T. Juste parce que du coup, ça, RT fois rho sur MP. J'ai pris le carré ici. Hein. Donc le rho ici, c'est rho 2, c'est rho fois rho. Rho RT sur MP, ça fait quoi ça? Non. Ça fait 1. Ça fait 1. Ça s'annule pas, ça fait 1. Rho sur M, ça fait. Pas rho sur M. Rho RT sur M. Ah ouais, RT. Rho RT sur MP est égal à 1. Voilà. Donc là-dedans, ce qui est en jaune, ça fait 1 et ça disparaît de l'expression. Et il reste en fait plutôt quelque chose de vraiment simple. Il reste moins rho G T sur P. Je vais le mettre comme ça. Ici, moins 1 plus 1 sur gamma fois T. On va ici un T carré est inférieur à dt sur dz. Non, il n'y a pas de T carré, c'est pas. Que vaut rho T sur P? P. Rho T sur P, ça fait grand M sur R. Comment vous trouvez ça? Rho, alors j'ai dit quoi? Rho T sur P, c'est M sur R, c'est ça. Et ce résultat-là, il est vraiment... C'est assez surprenant quand on y pense. Ça, c'est des constantes. On peut le calculer, on va le faire. Ça, on peut le calculer. Hein. Ça, c'est la masse molaire de l'air. Ça, c'est l'accélération de la pesanteur. Donc ça, c'est 29 grammes par mol. Ça, c'est 9,81. Ça, c'est 8,31 UTSI. Le gamin pour l'air, c'est un gaz diatomique. Ça vaut 7/5. Voilà. On peut calculer ça. Donc on va calculer tout de suite là, une grandeur, une limite pour le taux de variation de la température en fonction de Z, au-delà de laquelle l'atmosphère cesse d'être stable. Quel est le signe de la grandeur de gauche ici? Quel est le signe de ça? Effectivement, je vais écrire ça ici pour l'avoir sous les yeux. dt sur dz doit être plus grand que
mg sur grand R, facteur de 1 sur gamma moins 1. Gamma, c'est quelque chose qui est plus grand que 1, donc 1 sur gamma est plus petit que 1, donc 1 sur gamma moins 1, c'est négatif. Donc tout ça, là, ça, c'est une quantité qui est négative. Donc pour que l'atmosphère soit stable, ça je vous rappelle que ça c'est la condition pour laquelle l'atmosphère est stable, il faut que le gradient de température, que la dérivée de la température par rapport à Z, soit plus grande que cette valeur-là. On va la calculer tout de suite. Ben, faites-le. Ça, combien ça vaut numériquement? Je suis sympa, je vous donne l'unité. Kelvin par kilomètre. Allez, Kelvin par mètre. C'est peut-être sympa, on fera une conversion avec les kilomètres après. Oui, 119 Kelvin par mètre, ça fait de On va dire par kilomètre alors. C'est 5 demi. Gamma, c'était combien? Gamma, c'était 7 cinquièmes pour un gaz. 7 cinquièmes ou 5 cinquièmes. C'est sur 7, millimètre, ça fait 5. Il va y avoir un 2 septièmes. 5 septièmes, c'est moins de 2 septièmes. Dans la parenthèse, c'est un exponentiel. C'est 7 cinquièmes. Ça veut dire que. Non, je me disais, bon, on a trouvé une valeur négative donc. Oui. Et au-dessus de cette valeur négative, donc il y a d'autres valeurs négatives. Oui. Qui est proche de 0. Ça veut dire que l'atmosphère peut être stable même si on a des couches d'air plus chaudes au-dessus qu'au-dessus. Oui, mais en fait, ça c'est super stable ce que tu décris là. S'il y a des couches chaudes en haut, Moi je voulais dire le contraire. le contraire, oui, alors il peut y avoir des couches froides en haut, mais ça peut être stable quand même. Tout à fait. Oui. Et les unités 831 pour R, c'est quoi les unités? Donc 831 ici, ça serait des joules par Kelvin et par mol. Le M, alors, vous voulez qu'on fasse l'analyse dimensionnelle rapide de ça? Ça c'est des joules Kelvin moins 1, mol moins 1. M ici c'est des kilogrammes mol moins 1. G c'est une accélération, donc c'est une masse. Non, c'est une accélération. Mètre par seconde. Ça y est, je mets un plomb. M seconde moins 2. Et pour bien comparer ça. Non, bah c'est tout. Ça fait moins. Non, alors pour comparer ça, si les joules, je vais les exprimer, les joules, avec des kilos masse, et, enfin des kilos, des mètres et des secondes. C'est comment on fait ça? Analyse dimensionnelle, quelle est la dimension d'une énergie? On fait un demi-kmv. Par exemple, un demi de mv carré. Donc m c'est des kilogrammes, et vitesse au carré, mètre carré, seconde moins 2. Donc voilà effectivement le. Seconde moins 2. Donc ça Non. fait. Ah oui, une vitesse. Donc les kilos s'en vont, les mols moins 1 s'en vont, les secondes moins 2 s'en vont, et tout ça, c'est la dimension de Kelvin Par mètre. par mètre. Pour un dt sur dz, c'est pas mal. Et donc ça fait 0,119 moins 0,119. Moins. Non. Moins 9,78 10 moins 3. Oui. 978, hein. Ouais. À peu près ça. Moins 0,0098 Kelvin par mètre, c'est-à-dire, ça si je le mets en Kelvin par kilomètre, attention, conversion de Kelvin par mètre en Kelvin par kilomètre. Là, c'est 120. Bah, ça fait 1000 fois plus. Ouais. 1000 fois plus. Moins 9,8 Kelvin par kilomètre. Ça veut dire qu'en gros, ça c'est un profil de température qui est de 10 degrés par kilomètre, donc 1 degré tous les 100 mètres. Un Kelvin. 1 degré ou Celsius, c'est pareil, c'est un écart de température. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, si on trace la température en fonction de Z, et ça va être plus facile ici de raisonner avec un graphe où Z est en abscisse, parce que c'est vraiment la fonction T de Z que je veux tracer. La pente qui est ici, là, de moins 9,8 Kelvin par kilomètre, je vais tracer une droite qui a cette pente-là. Voilà. Ça, c'est la droite de stabilité.
Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que si le profil de température a une pente qui est plus faible que ça, pardon. C'est stable. Ici, la pente elle est plus faible en valeur absolue, mais le dt sur dz est plus grand, hein, c'est une valeur négative. Donc ça, c'est effectivement le cas stable. Alors que si le profil de température est très abrupt, ça c'est instable. Quelle heure il est? Je n'ai pas pris ma montre. Il reste un quart d'heure. J'ai usé tout mon CPU à convertir des mètres en kilomètres et pas pour la soustraction entre moins le quart et l'heure. Bref. Donc, monsieur Mélas. Il y a dt sur dz pour stable, il est petit. Alors, c'est des valeurs négatives ici, hein, c'est ça qui est trompeur. Le dt ici doit être plus grand, la pente doit être plus grande que cette pente. Même en valeur absolue, c'est plus petit. Donc en valeur absolue, c'est plus petit. Oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que un cas qui est stable, c'est un cas où la température, elle diminue faiblement. Elle diminue. Ah oui, c'est bon. Elle diminue faiblement, ça veut dire que toi, le truc, tu prends une parcelle d'air qui est ici, tu la montes, donc elle va se contracter, elle va se refroidir, et si l'air ambiant, lui, n'a pas trop diminué en température, il va se retrouver dans un milieu plus chaud, moins dense, donc il va couler. Voilà. Et ce qui se passe dans la vraie vie, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on observe, hein, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que la température dans l'atmosphère, elle a plein de raisons de changer. Vous avez le jour, le soleil qui tape par terre et qui chauffe le sol, donc l'air a tendance à s'échauffer au niveau du sol. Donc ce qui se passe, c'est que la température ici au niveau du sol, elle a tendance à vouloir augmenter la journée. D'accord? Donc ça a tendance à augmenter le gradient de température. On a tendance à tendre vers la courbe verte là. Quand c'est le cas, l'air est instable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les particules qui sont en bas, qui sont chaudes, elles montent un petit peu, elles se retrouvent dans un milieu dans lequel elles flottent, donc elles continuent à monter. Donc elles emportent leur chaleur avec elles. Et on a comme ça de la convection qui se met en route. L'instabilité, ça veut dire que l'air chaud se met à monter, l'air froid du coup qui était en haut se met à couler, ça se mélange. Donc ça se mélange, ça veut dire que les couches chaudes se retrouvent plus haut, les couches froides se retrouvent plus bas, donc ça tend à lisser la courbe qui est ici. Et le soleil donc chauffe le sol, tend à vouloir rendre cette pente-là importante. Les processus de convection ramènent la courbe jusqu'à la courbe blanche, et là c'est stable. Voilà. En fait, ça tend du coup naturellement, le processus de convection, il tend à ramener vers cette courbe-là. Et du coup, on observe dans vraiment beaucoup de cas dans la nature, autour de nous, des profils de température qui ont exactement ce profil-là. Quand on vous dit en gros, quand on monte de 100 mètres, la température change d'1 degré, ça c'est quelque chose qu'on dit et qu'on lit, hein. Ben, c'est vrai dans ces conditions-là, c'est quand l'atmosphère est mélangée par les instabilités, ça tend vers ce profil-là, et effectivement, si en général vous êtes en voiture, vous montez de 1000 mètres pour aller en montagne, la température elle va avoir des crues de 10 degrés. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment tester si vous avez un thermomètre dans votre voiture ou sur vous, ça se mesure bien. Et donc voilà, le calcul qui est ici, je voulais vraiment vous le présenter. Je suis conscient que techniquement, il faut un peu remuer les trucs dans tous les sens, mais le truc important quand même, c'est le résultat final. Moi, il me semble vraiment chouette, parce que vous avez ici quelque chose qui ne dépend que de constante du gaz. Sa masse molaire, R c'est un truc de thermo, gamma c'est une constante du gaz, et puis de l'accélération de la pesanteur. Mais c'est des constantes tout ça, donc ça se calcule très bien. Vas-y. Quand on est au-dessous du niveau de la mer, Oui. on n'a pas la même constante de France, non? Tu veux dire, mais pas dans l'eau, genre on fait un trou? Ouais, enfin, en Bretagne. En Bretagne. Ah, oui, alors, là on est en train de parler de quelques mètres, hein. On est rarement à une centaine de mètres en dessous du niveau de la mer quand même. Donc, mais ceci dit, ça serait valable. Tout ce qui est ici, ces notions de pente là ne font pas tellement référence au fait que la pression vaut une telle valeur à telle profondeur. Donc si tu prends comme référence un point qui est à 100 mètres en dessous du niveau de la mer, ça marche aussi.
Alors, pour vous faire triser, je vais vous montrer que ça, en fait, on peut l'obtenir en 2 lignes. Mais non, mais alors, c'est la logique qui est ici. Moi, ce qui m'intéresse dans le calcul ici, c'était vraiment la logique qui était de dire est-ce que quelque chose, un bout d'air qui est ici, si je le monte, est-ce qu'il flotte ou pas? C'est ça quand même qui compte à la fin. Maintenant, si vous voulez retrouver ce résultat-là pratiquement, rapidement, vous faites de la thermo bête sans réfléchir. Je ne veux pas dire que vous n'allez pas vous tromper, hein, mais bon, voilà. On a une transformation qui est adiabatique. Adiabatique, ça veut dire que delta Q est égal à 0. Et vous vous rappelez qu'une transformation adiabatique, elle est telle que, enfin, le delta Q pour une transformation générale, c'est donné par exemple par Cp dt moins VdP pour un gaz parfait. Attends, c'est un grand V. Si je dérive ça par rapport à Z, ça dit que Cp dt sur dz moins V dp sur dz est égal à 0. dp sur dz, c'est égal à ρg. Ça fait Cp dt sur dz est égal à V fois dp sur dz, et V c'est moins V ρ fois g. Non. Parce que ça, je l'ai passé de l'autre côté, ça devient un plus. Et dp sur dz, c'est moins ρg. Donc il y a 2 fois ici. Ça, c'est quoi ça? V fois ρ, c'est la masse. C'est la masse de quoi on est en train de considérer. Et donc dt sur dz est égal à moins m sur cp fois g. Et si vous vous souvenez de l'expression de cp, si on divise tout par le nombre d'Avogadro, ça sera la masse molaire et ça c'est le cp molaire. Cp molaire c'est gamma sur gamma moins 1 fois r. Ça c'est le molaire. Donc Cp molaire vaut ça, je vais mettre un petit Cp. Et donc ça vous dit ça que la quantité molaire ici, dt sur dz, est donnée par moins mg sur gamma, facteur de gamma moins 1. Je vais écrire comme ça. Ce qui est le résultat qui est là-bas. Le risque avec ce calcul, alors il est rapide, il est assez séduisant comme calcul. Ce que ça ne montre pas, c'est de quelle température il s'agit ici. Est-ce que c'est celle de l'extérieur ou celle du corps? Il n'y a pas de différence qui est faite ici. Donc ce calcul est quand même plus adapté pour se dire si on a un corps, si on a l'atmosphère qui est suffisamment instable pour que ça soit mélangé, que ça tende vers une situation d'équilibre, donc une situation dans laquelle le corps à une température T se retrouve en montant à une température qui est égale à celle du milieu extérieur, donc quelque chose qui est finalement stable, qui est sur la droite de stabilité. Dans ce cas, la température T qui est ici, c'est à la fois celle de l'extérieur et celle du corps. Le calcul ici, du coup, ne pose pas de problème, et on trouve que la pente dans cette situation est donnée par celle-là, celle qu'on a trouvée tout à l'heure. Encore une fois, je préfère quand même le calcul de tout à l'heure, où on voit vraiment qu'il faut comparer les masses volumiques pour vraiment se poser la question de la stabilité du corps. Est-ce qu'il nous reste 5 minutes là? Juste 5 Juste 5. Allez, si, quand même. Vraiment, on fait le petit truc qui est ici. C'est un exercice dont on aura besoin la prochaine fois. Ouais, je sais pas. Ben, je vous propose un titre d'exercice et vous le chercherez. D'accord? Et j'enverrai quelqu'un au tableau. Ou quelqu'une. On s'intéressera la prochaine fois à l'eau, à ce qu'il advient de l'eau dans l'atmosphère. Donc on va passer aux nuages, effectivement. Et je voudrais que vous convaincre que quand on mélange deux masses d'air dans lesquelles il n'y a que de la vapeur d'eau, il n'y a pas de liquide, quand on mélange deux masses d'air, juste de la vapeur, il peut apparaître du liquide juste par mélange, en fait. Et donc l'exercice, je vais essayer de vous montrer ça. On a deux masses d'air de même masse. Une qui contient % d'eau
et à une température de T1 qui vaut 10 degrés Celsius. La deuxième contient, j'ai mis combien, 6% d'eau et T2 est égal à 40 degrés. On les mélange, on les met ensemble. Calculer la fraction d'eau finale et la température finale. Ça c'est tête, hein. Conclure. C'est-à-dire, vous allez vous appuyer sur le diagramme qui est ici. Vous allez regarder l'état ici de la première masse sur le diagramme qui est ici. Donc il va falloir transformer le 1% d'eau en une pression partielle d'eau. Regardez où ça se situe sur le schéma qui est ici. Vous allez vous apercevoir que ça c'est de l'eau qui est sous forme vapeur. Donc c'est de l'air qui est dit sec. Il n'y a pas de gouttes dedans. Pareil pour ça. Quand vous allez les mélanger, trouver la fraction finale d'eau et la température finale, vous allez vous apercevoir que dans le diagramme, ça tombe dans une région où il se forme des gouttes. Voilà. C'est l'exercice que je vous propose. On reprendra ça dans 2 semaines. Vous avez partiel lundi prochain, vous êtes au courant.